Bonjour et bienvenue à Moulins. Je suis Pauline, guide conférencière pour le Pays d'art et d'histoire de Moulins, tout récemment labellisé par le ministère de la Culture. Alors le Pays d'art et d'histoire de Moulins comporte les 44 communes de Moulins Communauté. Aujourd'hui, on vous propose cette petite vidéo dans le cadre des Jeudis de l'architecture et je vais vous faire un petit panel d'explications sur les principaux monuments de la ville de Moulins et surtout ceux que l'on aperçoit du haut de la tour Jacquemart. La tour Jacquemart, c'est le beffroi, la tour horloge de Moulins que j'ai pour toile de fond. Le Jacquemart a été demandé par le duc Jean II de Bourbon au XVe siècle. Donc à partir de 1455, on demande la construction de cette tour. Pour ce faire, on va lever un impôt, dit du fait de l'horloge, auprès des habitants de Moulins, mais aussi des populations alentours. Donc cet impôt va permettre la construction de cet emblème de la vie moulinoise, de cet emblème des libertés qui ont été offertes aux habitants de Moulins à partir du XIIIe siècle, 1232, lorsqu'une charte de franchise a été offerte aux habitants. Notre tour Jacquemart est donc la tour horloge puisqu'elle donne l'heure depuis le XVe siècle grâce à une famille qui est représentée tout en haut, la famille donc Jacquemart. Tout à gauche, vous avez le père Jacquemart et sa femme, tout à droite, Jacquette. Tous les deux sonnent chaque heure sur la grosse cloche centrale. Entre deux, vous avez les deux enfants, Jacqueline et Jacqueline, qui eux sonnent chacun l'écart sur une petite cloche. Voilà, je vous invite maintenant à me suivre. On va monter au niveau de la balustrade blanche que vous apercevez derrière moi pour avoir une superbe vue à 360 degrés sur la ville de Moulins et ses principaux monuments. Nous voici arrivés en haut de Jacquemart après une bonne grimpette de plus de 140 marches. Notre effort est récompensé puisqu'on a ici une vue à 360 degrés sur Moulins et ses principaux monuments. Pour terminer avec l'histoire de notre Jacquemart, il faut savoir qu'il a brûlé à 2 reprises pour la partie supérieure. Une première fois en 1655, on décide très vite de reconstruire Jacquemart, mais d'une manière un petit peu différente que la physionomie qu'on lui connaissait à la période médiévale. Puis une seconde fois en 1946. Les Moulinois fêtent le premier anniversaire de l'armistice et vont installer des feux de Bengale au niveau de la balustrade qui vont malheureusement enflammer à nouveau la toiture de notre pauvre Jacquemart. Cette fois-ci, on décide de reconstruire Jacquemart à l'identique du Jacquemart du XVIIe siècle. Voici, sur cette balustrade, nous allons en profiter pour faire le tour et apercevoir les principaux monuments de la ville. Ici, nous avons une vue privilégiée sur ces derniers. Il faut savoir aussi que par temps clair, mais moins exposé qu'en ce moment, on peut voir jusqu'au Puy-de-Dôme. Alors voici la première vue que je souhaite vous partager du haut de la balustrade de Jacquemart. On regarde actuellement en direction de l'ouest, donc de Souvigny ou de Bourbon-l'Archambault. Et on comprend très vite ici que la ville médiévale ainsi que le château des ducs de Bourbon ont été construits sur un promontoire. Un promontoire qui permet de dominer donc toute la vallée de l'Allier que l'on contemple juste ici, mais surtout de se garder des nombreuses crues et inondations provoquées par cette rivière Allier. Alors on ne l'aperçoit pas sur notre vidéo, mais elle coule globalement derrière l'église du Sacré-Cœur que l'on a là ici droit devant nous. Donc la rivière Allier a été un avantage fort pour le développement économique de Moulins, puisque bon nombre d'échanges commerciaux transitaient par la rivière Allier. Mais en revanche, il a été très compliqué d'y construire un pont jusqu'à la construction du pont Règemorte au XVIIIe siècle, qui lui a tenu et est encore visible de nos jours, et le pont qu'on aperçoit ici tout à gauche, le pont de fer, construit au XIXe siècle. Tournons-nous maintenant vers le château des ducs de Bourbon, témoin de plus de 600 ans de l'histoire de Moulins. Le château que nous avons actuellement sous les yeux correspond au château demandé par Louis II de Bourbon à partir de 1375.
Louis II de Bourbon, c'est le troisième duc de Bourbon, qui va demander donc la construction d'un nouveau château à l'emplacement d'un ancien château seigneurial. La partie qui nous reste ici sous les yeux est la partie majeure, l'ancien donjon monumental, que tout Moulinois appelle aujourd'hui familièrement la Malcoiffée. À partir des années 1489, donc plus d'un siècle après Louis II de Bourbon, c'est le couple ducal Pierre II de Bourbon et Anne de France, la fille aînée du roi Louis XI, qui vont eux aussi agrandir le château. Ils vont lui ajouter une aile ouest, ainsi qu'un pavillon de style Renaissance italienne sur sa partie nord. Ce pavillon a été construit au tout début des années 1500 à la demande d'Anne de France pour offrir un lieu de séjour à la hauteur de l'hôte qu'il devait recevoir, c'est-à-dire le roi de France, le roi Charles VIII, le frère d'Anne de France. Donc au tout début du XVIe siècle, on retrouve un ensemble architectural très important qu'est le château des Ducs de Bourbon, qui devient même un véritable palais ducal, sur une superficie exceptionnelle entre la partie administrative du château qui se situe elle tout au sud, là où la chambre des comptes est installée à partir de 1374, puis le donjon monumental La Malcoiffée et la fin donc, du château avec son aile Renaissance sur la partie nord. Donc un ensemble exceptionnel auquel il faut ajouter des jardins, donc en contrebas sur la partie ouest, des jardins où l'on peut se promener et découvrir une ménagerie, une orangerie. On est à cette période-là à l'apogée du duché du Bourbonnais. Malheureusement, pour le château des Ducs de Bourbon, le duché du Bourbonnais va être rattaché à la couronne de France à partir de 1531. Petit à petit, le château des Ducs de Bourbon va être abandonné et malheureusement, en 1755, c'est un incendie qui se déclare dans l'aile ouest, qui nous laisse malheureusement aujourd'hui plus que le donjon monumental, donc la Malcoiffée, et le pavillon Anne de France situé donc tout au nord et qui nous est donc bien sûr ici caché par la cathédrale Notre-Dame. En regardant d'un petit peu plus près la Malcoiffée, on peut apercevoir des grilles qui nous donnent donc un indice sur la fonction qu'a pris le donjon suite à l'incendie de 1755. En effet, à partir de la fin des années 1780, la Malcoiffée est devenue la prison de Moulins. Donc nous passons d'une période très faste des Ducs de Bourbon à une période beaucoup plus sombre ici, notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, où lors de l'occupation, Moulins a été coupé en deux donc par la ligne de démarcation. Et nous, ici, nous nous situons sur la rive droite, donc la zone occupée. La Malcoiffée a donc très vite été réquisitionnée et est devenue une prison militaire allemande où de nombreux résistants ont été enfermés, très souvent torturés. De nombreux juifs y ont aussi été emprisonnés et sont partis pour les camps de concentration. Donc la Malcoiffée aujourd'hui est un lieu d'histoire où l'histoire de France s'est pour partie écrite, mais un lieu où le devoir de mémoire est omniprésent. Tournons-nous maintenant vers le nord et vers la vue exceptionnelle que nous avons sur la cathédrale Notre-Dame. Ici, on voit très distinctement les deux parties de construction, entre la partie de droite que l'on appelle encore la collégiale, la partie la plus ancienne, et l'agrandissement à gauche, que l'on dissocie bien avec le décrochement au niveau du toit. Donc pour la partie la plus ancienne, la collégiale, donc ici à droite, elle a été construite à partir de 1468. Le style est le gothique flamboyant et on le voit très bien dans les baies hautes, donc dans les fenêtres hautes de cette partie ici à droite, on a le remplage, donc les formes de flammes dans les vitraux qui font bien référence donc au gothique flamboyant, entre autres éléments architecturaux. La partie ici plus à gauche de l'agrandissement a été donc demandée
par Monseigneur de Dreux-Brézé, le deuxième évêque de Moulins, donc au XIXe siècle. On voit la différence ici sur l'architecture, on est sur un néo-gothique, et la pierre qui est tout à fait différente. On a une pierre blanche donc qui correspond à un calcaire sur l'agrandissement, alors que sur la partie ancienne, et comme pour beaucoup de bâtiments de moulins au XVe siècle, on utilise du grès notamment de la commune de Coulandon, située à quelques kilomètres à l'ouest de Moulins. Donc c'est en 1823 que la collégiale, la fin XVe, début du XVIe siècle, est érigée au rang de cathédrale. Et à partir donc de ce moment-là, on décide rapidement l'agrandissement de cette église. On conserve la collégiale ancienne qui va finalement être le cœur du nouvel édifice, auquel on va rajouter une nef importante, 2 collatéraux et donc une façade avec 2 flèches hautes de plus de 80 mètres. On voit bien sur cet agrandissement l'ajout de pierres de Volvic, pierres volcaniques, pierres noires, qui va permettre d'offrir une certaine bichromie à l'édifice. Une vue là aussi très intéressante puisqu'elle nous permet de prendre conscience de l'axe de circulation qui coupait la ville en deux à la période médiévale et donc il l'a coupée du sud vers le nord. On voit aujourd'hui emprunté par les véhicules ici. Sur la droite à l'horizon, nous avons le clocher de l'église Saint-Pierre de Moulins, situé dans le quartier des Carmes, et un petit peu sur notre gauche, l'allée qui nous mène jusqu'à la gare de Moulins, construite au XIXe siècle. Nous avons ici une très jolie vue sur l'hôtel de ville de Moulins. Nous avons pris un petit peu de hauteur par rapport à tout à l'heure où nous étions sur ces marches. L'hôtel de ville a été construit au XIXe siècle en bordure de l'ancienne place du marché aux Vaches. C'était le nom de la place de l'hôtel de ville pendant la période médiévale. Donc bien sûr, à cette époque, on y trouvait de nombreux échanges commerciaux, mais aussi de manière plus globale toute la vie de la population moulinoise. L'hôtel de ville, on le voit ici, est composé de 2 corps de bâtiments. Le premier donc, qui est face à nous, une petite cour intérieure cachée derrière, et un deuxième bâtiment de même modèle qui était autrefois la bibliothèque municipale. En basculant ici à droite, on aperçoit la caisse d'épargne, construite dans un style néo-Louis XIII. Et c'est le même architecte, René Moreau, qui a construit la maison Mantin, située à quelques pas d'ici. Ici, à l'horizon, on aperçoit le clocher de l'église Saint-Pierre, donc le bourg d'Yzeure, et tout à droite, le château de Bellevue sur la colline. Alors, le petit plus pour terminer cette vidéo, je suis en compagnie de Jacquemart et de Jacqueline qui nous tournent le dos. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tout ça pour aussi vous dire qu'à partir du 3 avril, les visites guidées du service patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire de Moulins reprennent. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de Moulins Communauté ou bien de l'Office de tourisme de Moulins et sa région. Le prochain rendez-vous des Jeudis de l'Architecture sera le 15 avril prochain avec mon collègue Antoine Estienne qui vous parlera en conférence des fontaines d'Auvergne. Voilà, très bonne journée à vous et au plaisir. Au revoir.